bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme toutes les semaines, on passe en revue l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, on va parler évidemment de nouveautés, nouveautés en droit, nouveautés en hymne, nouveautés en politique et on va aussi parler de viande avariée. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Le journaliste d'investigation, Mehmet Koksal, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. La journaliste devenue porte-parole avant d'être communicante chez White, Martine Marskalk, bonjour. Bonjour. Le blogueur qui passe Bruxelles au scanner, bonjour Yvan Vandenberg. Bonjour. Et la journaliste spécialisée dans le luxe et le bon goût, bonjour Anne Pochet. Je rectifierai. On commence avec la victoire d'un mouvement anti-politique en Italie, le mouvement 5 étoiles, mais il y a aussi eu le lancement cette semaine d'un mouvement politique en Belgique, ça s'appelle e-change, échange ou e-change, qui entend apporter des solutions. Démonstration par l'exemple avec un de ses membres, le professeur Eduardo Traversa, par ailleurs conseiller communal CDH à Etterbeek. Échange, selon lui, veut s'attaquer à la mobilité. On va beaucoup parler de Bruxelles en matière de mobilité, que ce soit à l'intérieur de Bruxelles, mais aussi les accès de et vers Bruxelles, pour essayer d'élaborer une vision globale de la mobilité. Donc pas se focaliser juste sur quelles sont les réformes à entreprendre à la STIB, est-ce qu'il faut passer à 2, 3, 4 bandes pour certains accès au ring ou pour le ring, mais essayer par une vision un petit peu orientée vers le futur, une vision prospective, de se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'émergence des véhicules électriques? Comment est-ce qu'on va devoir équiper nos rues pour faire en sorte qu'elles laissent la place à un nouveau type de trafic qui soit à la fois de la mobilité douce, mais à la fois aussi une nouvelle mobilité, soit des voitures électriques, soit des bus électriques. Et pour faire ça, il faut mettre les choses à plat et pas venir tout de suite avec certaines solutions. Donc pas venir tout de suite avec des solutions, mais plutôt réfléchir. Et c'est à ça que peut servir un mouvement politique. Mehmet Koksal, votre avis? Oui, Jean-Jacques, il faut peut-être recadrer la naissance de ce mouvement en rappelant que ça a été lancé, en tout cas les fuites dans la presse datent d'il y a plus d'1 an, à la suite en fait du succès d'Emmanuel Macron en France avec En Marche, son élection et le souffle nouveau qu'il a insufflé dans la politique française. E-change ou échange voulait s'inscrire dans ce renouveau politique, recomposition politique à travers la décomposition des partis traditionnels en un nouveau mouvement. Et donc là, on voit que ce n'est pas un parti qu'ils fondent, mais un mouvement qu'il faut clairement différencier de votre accroche, à savoir la comparaison avec des partis populistes comme le mouvement 5 étoiles. On pourra en parler plus tard, parce que la démarche n'est pas la même. La démarche n'est pas la même, puisqu'ici, ce sont des professionnels de la politique qui viennent avec un nouveau regard sur les problèmes que nous vivons en Belgique et avec des gens de la société civile et aussi, des patrons, etc. Effectivement, le mouvement vient aussi de la société civile avec la crise actuelle des partis traditionnels au pouvoir. Contrairement au mouvement 5 étoiles qui base son système sur l'anti-establishment, l'anti-système, soi-disant représenter le peuple qui se bat contre l'élite privilégiée, qui défend ses privilèges. Martine Marskalk. Oui, moi, pardon. Je pense qu'effectivement, il se positionne comme un mouvement, comme un think tank, avec quand même une pincée de gens qui viennent de la société civile et pour le reste, des gens qui viennent du milieu démo-chrétien, du milieu écologiste, avec une petite pincée de défis aussi. Donc, c'est pas des gens qui viennent tout à fait de nulle part, ça c'est une première chose. Et puis, moi je pense quand même que le parti politique, quelque part, c'est pas un gros mot. Il y a peut-être une manière d'utiliser le parti politique qui ne plaît pas, qui ne plaît plus. Et c'est pas pour rien que déjà il y a des années, un certain nombre de forces politiques ont changé de nom, de mouvements réformateurs, le Centre démocrate humaniste, enfin bon, pour éviter d'avoir à utiliser ce mot parti. On est bien d'accord que c'est de la pure cosmétique. Mais je pense que quelque part, le parti ou n'importe quoi d'autre est quand même un instrument utile pour des gens qui ont un même projet, qui ont des idées, qui ont des valeurs, etc. et qui veulent d'une manière ou d'une autre se mettre ensemble pour arriver à faire passer, à faire percoler ces projets dans la société. Yvan Vandenberg. Oui, moi il me semble que après les scandales successifs auxquels on a assisté, il y a une sorte de réaction, quels qu'ils soient, ils sont tous pourris. Donc un rejet non pas du parti politique, mais aussi de la démocratie. Et donc il est bien, me semble-t-il, que d'autres choses
se pointent, notamment ce nouveau mouvement, peut-être un jour parti politique, même s'il n'ose pas le dire, avec quand même, me semble-t-il, des relents à la fois écologistes et religieux, je dirais, dans sa composition. Mais enfin, il y a aussi à côté de ça, du côté d'écolo, justement, cette page blanche pour Bruxelles qu'ils ont proposée, mais on n'en parle plus trop. Donc tout ça pourrait être la base de nouveaux partis, peut-être temporaires, d'intérêt régional. Et donc ça me semble intéressant plutôt que le poujadisme. Anne Pochet. Mais oui, effectivement, la France en montrant l'exemple, enfin en tout cas la philosophie de Macron et ses approches, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je pense ici, en entendant le mot prospective, qu'il est intéressant de commencer à avoir un petit peu de recul et que les réflexions se fassent en amont. Le jour effectivement ça devient un parti, bien à ce moment-là, les analyses auront été faites peut-être d'une manière plus profonde, plus concertée, avec effectivement une plus grande application de la population. Et donc on verra ce que ça deviendra. Mais cet appel d'air, si ça peut mener vers quelque chose de constructif et qui tire vers le haut plutôt que populiste et qui emmène de nouveau des divisions et des rejets, ben c'est plutôt... si c'est la France qui a donné l'exemple, je pense que c'est à suivre. Bon, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques qui ne sont pas membres d'Échange. On verra ce qu'ils en diront. Qui négociera en 2014 à la hauteur de la table autour de... Alors aujourd'hui, cette semaine, nous avons Bernard Clairfailly, bourgmestre de Schaerbeek et député bruxellois Défi, et Olivier Deleuze, bourgmestre lui aussi de Watermal-Boisfort et écolo. Et d'abord, la première question pour tous les deux, est-ce que vous êtes intéressés par e-change, par échange? Est-ce que c'est un mouvement qui vous intéresse? Est-ce que vous voudriez en faire partie, comme Didier Gauzoin, par exemple, Bernard Clairfailly? On ne m'a pas invité jusqu'à présent, mais moi je lis l'actualité, je lis tout ce qui se passe et tout ce qui est nouveau dans la presse ou ailleurs. Et tout ce qui est nouveau est toujours intéressant parce que ça nous fait réfléchir, nous interroger pour savoir si ce qu'on fait était bien ou pas bien et si on doit évoluer, dans quel sens. Les partis évoluent, oui. Les partis se renouvellent en prenant des nouveaux, des jeunes de temps en temps. Alors, parfois ils n'évoluent pas assez vite, parfois ils évoluent plus vite, mais ils sont toujours à l'écoute, je dirais, de ce qu'il y a dans la société. Donc, ce sont des propositions. Mais pour ma question, c'est pourquoi pas, c'est ça? Pourquoi pas, sauf qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, cet objet. C'est un peu un objet non identifié, parce qu'il est fait au départ de personnes qui ont des trajets dans des partis politiques. Ils n'annoncent pas vouloir faire de la politique en se présentant aux élections, donc c'est une espèce de chambre de réflexion avec des propositions intéressantes, comme il y en a d'autres, et donc on regardera ce qui est intéressant. Olivier Deleuze, que Jean-Michel Javot vous a proposé d'entrer dans l'échange. Non, il ne m'a pas proposé, mais je trouve ça bien, non pas qu'il ne m'ait pas proposé, mais qu'il y ait des initiatives comme ça, je trouve ça bien, parce que après Samu Social, Casagate, Publifine, franchement, il faut un peu de neuf, quoi. Il faut autre chose, enfin, il faut des initiatives de gens différents qui réfléchissent et qui ait des projets. Et donc, je trouve ça bien qu'il y ait des projets nouveaux. C'est positif. Alors, vous allez me demander si j'aimerais bien en faire partie. Oui. Je préfère me concentrer sur Watermal-Boisfort, en fait. Mais voilà. On a parfois l'impression que ce mouvement-là aussi est un mouvement un peu cadre supérieur. On dit à la française CSP+. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut percoler dans la société? Bernard Clairfailly, est-ce que ça peut toucher beaucoup de monde, vraiment, ce genre de mouvement? Ce n'est pas nous qui pouvons le dire, à eux de montrer comment ils réunissent ou ne réunissent pas des gens autour d'eux. C'est vrai que c'est un mouvement au départ de gens qui sont plutôt intellectuels. Il faut voir comment les gens réagissent. La presse réagit assez bien, la nouveauté est toujours sympathique, comme on l'a dit. Par exemple, Olivier Minguin, il ne réagit pas bien. Il a fait l'examen quand même qu'il y a une toute grande majorité de gens issus du CDH. Donc, même s'il y a quelques personnalités d'autres partis, c'est principalement une espèce de volonté de renouveau autour du CDH. Olivier Deleuze, il y a aussi une autre actualité en ce qui concerne les mouvements politiques, c'est ce qui s'est passé en Italie, où on voit le succès de deux partis dégagistes, on dirait, un d'extrême droite, l'autre populiste, on va l'appeler, ce mouvement 5 étoiles. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer à Watermal-Boisfort? À Watermal-Boisfort? Oui, parce que vous dites que vous vous intéressez qu'à Watermal-Boisfort. Oui, non. Donc voyons ça précisément. Je pense qu'il serait bien imprudent de dire que ça ne pourrait pas se passer à Watermal-Boisfort. Donc soyons très très prudents et soyons très très humbles. Mais la question est de savoir, mais pourquoi en fait ça se passe? Je pense que nous sommes dans une société de plus en plus dure, en fait, de plus en plus difficile, où il y a les
les gens qui réussissent et puis les gens qui ratent la marche. Et c'est une société sans beaucoup de compassion ou de bienveillance. Et donc je comprends que ceux qui sont au chômage, que ceux qui ont des difficultés dans la vie, se rabattent sur des solutions faciles qui sont pour moi évidemment pas des solutions. Et donc c'est notre responsabilité à nous d'être plus social, d'être plus bienveillant, d'être plus transparent. Je crois que c'est à nous que ça parle en fait. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes meilleurs, les hommes politiques bruxellois ou belges, que les Français ou les Italiens ou les Hongrois ou les Polonais? Je pense que le premier qui dit qu'il est meilleur, il tombe dans un grand trou en fait. Je pense qu'il faut surtout être très humble et voir ce qui se passe et se dire que personne n'est... de Grelle, c'était pas un ouzbek, c'était un francophone. Donc, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, mais enfin bon, personne n'est à l'abri de ce genre de mouvement et donc voyons bien qu'il faut que nous soyons bienveillants, à l'écoute et humbles dans ce pays. Bernard Clefray. Moi, je suis assez d'accord qu'il y a cette dureté de la société actuelle parce qu'elle est plus immédiate, plus globalisée, plus rapide, et tout ça crée une forme de dureté. Et il y a pas mal de laissés pour compte aussi. J'ai aussi le sentiment que on ne pose plus assez de vraies questions politiques. On est tous un peu trop souvent, et je parle peut-être pour moi aussi, dans l'espèce de consensus. On n'ose pas aller trop loin, on a peur de dire les choses trop fort pour ne pas perdre un peu là. Et donc, je pense qu'on ne fait pas assez de vraies politiques et qu'on ne pose pas vraiment les questions aux gens. Et qu'on se cache souvent derrière « Ah, l'Union européenne a dit que… » L'Union européenne, ce n'est pas une structure informe, ce sont des choix politiques qui ont été posés par tous les ministres qui ont fait des choix ou le Parlement qui a fait des choix. Le débat sur le TTIP, par exemple, ce sont aussi des gens qui le font. Donc on doit poser des débats politiques sur des sujets politiques et amener la société et les gens à se prononcer là-dessus. J'ai un bon débat politique d'ailleurs pour vous. D'abord pour Olivier Deleuze. On a appris, c'était vendredi je crois, que Écolo préférait travailler avec Groen qu'avec les partis francophones à Drogenbos, donc dans la périphérie, parmi les communes à facilité. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'union des francophones dans les communes à facilité, Olivier Deleuze? Nos vrais copains, ce sont les gens de Groen. Et il y a des gens avec qui je ne suis absolument pas d'accord, qu'ils parlent français ou qu'ils parlent néerlandais. La langue, c'est autre chose. Moi, je suis francophone, j'aime bien ma culture, j'adore lire en français, etc. Ça, c'est pas la question. Nos vrais copains qui ont le même projet global de sauvetage de cette planète en danger, ce sont les gens de Groen. Et les gens de Groen parlent flamand. Bernard Clerfailly, vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Je peux entendre qu'évidemment, Écolo ait des points communs avec Groen, c'est évident. C'est évident. Mais la question, c'est comment s'adresse-t-il aux citoyens de Drogenbos, pour lesquels une série de droits simples, le droit d'être traité en français par son administration communale, sont respectés ou pas respectés. Et donc j'espère que Groen viendra alors avec un programme de respect aussi des droits humains, des citoyens, même des droits qui sont dans la loi et la Constitution. Et donc c'est là aussi qui est un combat important en périphérie. Et vous savez quoi? Si tous les partis politiques en Belgique faisaient une fraction, un groupe commun à la Chambre, comme les écologistes, ce pays irait beaucoup mieux en fait. Parce qu'on verrait quels sont les intérêts communs par-delà les frontières. Et ça, je pense que c'est une question politique au sens où vous le disiez, à savoir, tiens, quels sont les projets, peu importe la langue qu'on parle, quels sont les projets communs? Je suis très très fier du projet antinationaliste de mes copains de Groen. Mais avec qui Défi va se marier côté néerlandophone? Parce que Défi, Écolo et Groen, ça va. Effectivement, il y a des choses en commun, mais Défi, est-ce que vous voyez un parti côté néerlandophone? Il n'y a pas de parti constitué maintenant, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse un jour aussi se présenter en Flandre et trouver des citoyens, Wallonie, finalement. Des citoyens, des habitants de Flandre qui voudraient porter avec nous des projets, notamment plus respectueux du droit des gens, mais également sur des enjeux socio-économiques. Alors on a beaucoup parlé cette semaine aussi de droits des femmes, évidemment. Jeudi, c'était la journée des droits des femmes. Et vendredi, c'était plutôt la journée des droits des sponsors, puisqu'ils ont obtenu de mettre fin à l'hymne officiel des Diables Rouges qui devait être joué par Damso. Reportage de Valérie Leclerc et de Gilles Moïse. Personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le... Voilà l'extrait de l'hymne officiel des Diables Rouges composé par Damso, qu'il a lui-même posté sur son compte Twitter ce matin. Un texte qui est loin des paroles crues qu'on reproche à l'artiste. Pourtant, avant même de l'avoir entendu, l'Union belge a décidé d'y renoncer. Les pressions sont venues de toutes parts et notamment des sponsors de l'équipe nationale.
La Fédération belge de football renonce à son choix en faveur de Damso pour réaliser la chanson officielle des Diables Rouges. Nous déplorons au plus haut point la controverse sociale qui est apparue ces derniers jours, en contradiction totale avec tout ce que l'Union belge représente. Il faut dire que le rappeur est loin de faire dans la dentelle. Des textes cachent sur les femmes, sur le sexe. Damso parle de code du rap, mais pour d'autres, ses propos ne passent pas. Et du coup, il n'y aura tout simplement pas de chanson officielle des Diables Rouges cette fois-ci. Malheureusement, cela implique qu'il n'y aura pas de chanson officielle en vue de la Coupe du Monde 2018. Bénédicte, consultante en recrutement, est aussi une fan des Diables Rouges. Elle s'envolera avec certains collègues pour la Coupe du Monde en Russie en juin prochain. Comme beaucoup de supporters, l'absence d'une chanson officielle l'attriste. C'est dommage pour la Belgique, c'est dommage pour le foot, c'est dommage pour le sport en général. Bénédicte ne veut pas entrer dans la polémique suscitée par Damso. Elle a découvert ce matin l'extrait de l'hymne du rappeur. Sa conclusion, la chanson n'est pas très festive. Par rapport à tout ce qu'on reproche à Damso, on ne retrouve pas, en tout cas dans l'extrait que j'ai entendu, les reproches annoncés. Personnellement, ce n'est pas l'hymne le plus entraînant que j'ai entendu. Mais il en faudra plus pour décourager les supporters des Diables Rouges et ils seront nombreux à chanter et à crier d'ici quelques mois. Alors, Marty Mascal, est-ce que c'est un désastre ou c'est une victoire du Conseil des femmes, ce qui s'est passé? Je sais pas. Je pense que vous avez raison, c'est une victoire des sponsors. Mais il y a quand même une femme qui est intervenue dans le débat, c'est Dominique Leroy, qui est la patronne de Proximus et qui a mis sa voix en avant par rapport aux réactions des autres sponsors, en tant que femme, par rapport au contenu d'un certain nombre de musiques de Damso qui ne sont pas celles, effectivement. On peut dire cet hymne, il va être scruté à la loupe et il n'y aura rien de bien méchant. Ben non, forcément. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement quand on aime bien une chanson? On retourne voir ce qui s'est passé précédemment dans la carrière de l'auteur et on va tomber sur ces chansons un petit peu plus controversées. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est une victoire peut-être des femmes, mais c'est certainement au moment où les sponsors sont entrés dans la danse que les choses ont commencé à bouger. Ce que je dirais par rapport à cette chanson, moi je ne suis pas une fan de rap, mais c'est bon, j'ai passé l'âge, donc il y a prescription par rapport à ça. Mais je pense que c'était surtout pas consensuel. C'était pas une bonne idée parce que quand on veut ramener les familles, les enfants au foot, on essaye d'éviter de cibler précisément une catégorie, la catégorie des ados qui certainement va aimer, et sans doute un certain nombre de fans qui sont dans les autres catégories. Je crois que c'était surtout à ce niveau-là que c'était une erreur. Mehmet Coxal? Moi, je crois que l'important, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et avec ou sans hymne national... avec ou sans Damso. Avec ou sans Damso. Donc, ce n'est pas un sujet ultra important d'avoir Damso comme représentant de la culture en Belgique. Donc, il faut voir, il faut surtout les supporters derrière, il faut beaucoup de chance aussi, quoi. Yvan Vandenberg? Oui, je pense que sur cet aspect-là, on peut dire que c'est quand même une victoire tout à fait légitime. Je dirais, en abordant aussi la question un peu de la parité, qui fait partie aussi de cette question, je pense que là, personnellement, je dirais, il faut quand même faire aussi attention à ce que j'appellerais la femme de service. Comme on a eu le flamand de service, l'immigré de service. Donc, on en place à certains endroits, mais pour finir, je dirais, est-ce que Mme Milquet ou Mme Monkelings ou Mme Lagarde au FMI, est-ce que ce sont des femmes? Enfin, est-ce qu'elles se comportent comme des femmes ou est-ce qu'elles s'adaptent aux bretelles rouges? Se comporter comme des femmes. En tout cas, l'intérêt d'avoir... Parce que Mme Dominique Leroy, vous croyez que c'est la femme de service? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais à certains endroits, vous voyez bien ce que je veux dire. Il faut une femme, on met une femme. Je dirais, pour moi, personnellement, si on veut banaliser la chose et qu'il y ait une vraie parité, il faut commencer par des choses comme partage des tâches, des crèches, en fait, des choses qui permettent aux femmes de prendre ces postes. Et peut-être que vous connaissez cette petite phrase magnifique de François Giraud. Hein, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important, on désignerait une femme incompétente. Voilà, là, on banalise. Anne Pochet? Ben oui, en fait, il y a beaucoup de confusions qui viennent comme ça quand on met des sujets. Ici, c'est le foot, c'est le rap. Le rap, je ne pense pas déjà que ce soit que pour les ados. Donc, c'est dommage pour ceux qui sont fans de rap de réduire. Voilà, donc cet artiste a certainement la valeur qu'il a, mais il n'était certainement pas à la bonne place. Ensuite, il y a le débat qui arrive sur le fond de ses chansons. Ben, ça, c'est évident. Effectivement, en 3 clics, on voit ce qu'il a déjà fait comme chansons, qui ne sont pas forcément que les codes du rap. Mais enfin, le fait est que. Et donc, victoire des sponsors ou victoire pas des sponsors, et tant mieux
entendu si Dominique Leroy est intervenu, et c'était certainement à raison. C'est juste qu'à un moment donné, c'est beaucoup de brouhaha autour de cette affaire-là, alors que le vrai débat et les vraies questions, c'est pas que le partage non plus des tâches et qui va aller chercher l'enfant à la crèche, c'est aussi vraiment une réflexion plus en amont sur vraiment sur la place de la femme dans la société, et que ça ne sert à rien de dire que le jour où il y aura une femme incompétente au pouvoir, ça sera un combat qui sera gagné, parce que même la question du pouvoir doit être redéfinie par rapport à un combat entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est ça le Graal, arriver au pouvoir, même s'il faut occuper les places? Justement, il faudrait, Olivier Deleuze, qu'on s'excuse auprès de Zakia Khattabi, votre présidente, qui a décidé qu'il y aurait un mois sans hommes chez Écolo, en tout cas dans les médias, qu'on ne choisirait que des femmes pour porter la parole d'Écolo. Et je m'aperçois que je vous ai invité, vous, et c'est une femme écolo que j'aurais dû inviter. Alors d'abord, j'aime bien être désobéissant par nature. Oui. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand je vois l'impact du mouvement Balance ton port et MeToo, etc., non seulement évidemment aux États-Unis, en France, en Belgique, mais en Corée du Sud, et puis en Arabie Saoudite, et puis en Russie, je me dis, il y a un fameux couvercle qui a sauté, en fait. Et je trouve ça, en fait, très bien. Évidemment, ça fait des dégâts parce qu'il y a une atmosphère de délation, etc., mais c'est avant tout positif. Je pense sincèrement, profondément, que c'est avant tout positif. Vous, dans votre cas, Bernard Clairfailly, avant que vous donniez votre avis sur les femmes et les droits des femmes, je voudrais vous poser des questions qu'on ne pose d'habitude qu'aux femmes. Voilà. Par exemple, comment faites-vous pour concilier votre vie privée et votre vie publique? Comment vous vous en sortez au jour le jour? Est-ce que ça va? C'est très compliqué. Longtemps, je me suis imposé de conduire mes enfants à l'école le matin, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'y aller tout seul. Et c'est moi qui fais principalement, pas tout le temps, mais la cuisine et les courses à la maison. D'abord parce que j'aime ça, parce que c'est un moment où je peux être en famille, mais j'ai la chance de travailler à 500 mètres de là où j'habite, et donc j'ai pas trop de problèmes. Donc vous arrivez à concilier? Mais je n'arrive pas à suffisamment concilier parce que j'ai trop de charges, et donc je suis pas encore suffisamment égalitaire. Alors, autre question qu'on pose d'habitude aux femmes, est-ce qu'il faut plus d'hommes en politique? C'est une très très bonne question. C'est une bonne question, bien sûr. Je pense Par exemple, à Excel. Je ne pense pas que les femmes répondraient oui. Très bien. Mais je voudrais dire sur le sujet en débat, ce qui sera vraiment intéressant, c'est le jour où on aura autant d'enthousiasme en Belgique lorsque l'équipe féminine de football ira au mondial et sera en mesure de gagner. Et puis on pourra avoir un débat secondaire sur qui fera la chanson. Mais la vraie question, c'est quand on aura une adhésion pour le sport féminin comme on a pour le sport masculin. Je crois que c'est une bonne conclusion de cette partie ici. Je voudrais vous montrer un dessin, puisqu'on parlait de Balance ton port et de MeToo, un dessin de Kroll qui est paru vendredi matin. C'est après Balance ton port, c'est Balance ton bœuf, ce qui est une excellente liaison avec notre sujet suivant, puisqu'on va parler de cette énorme fraude découverte à Bastogne, mais aussi dans une boucherie à Anderlecht. Tout le monde s'affole, les supermarchés ont retiré plein de produits préventivement. Les explications de David Courrier. Ces barquettes de viande hachée étiquetées de lait fournies par la société Veviba, vous ne les verrez plus dans les rayons de l'enseigne au Lyon. Depuis hier midi, le distributeur a décidé de retirer toutes les viandes qui proviennent de ce groupe et qui sont vendues sous la marque Deleuze. Plus de 300 références. C'est aussi un signal qu'on donne aux fournisseurs, mais aussi aux clients, pour d'abord rassurer et de dire ok, Deleuze fait tout pour garantir et rassurer les clients au niveau achat viande. Une mesure de précaution donc, et plutôt appréciée par les clients. C'est tout à fait normal, je comprends, quand les dates sont périmées, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ça, c'est bien de leur part, quoi. Bon, ça, c'est pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, quoi. Hein, on va pas leur jeter la pierre. Hein. Je trouve que c'est bien. Et c'était un coup de marketing aussi. Hein. À quelques pas de là, c'est une autre enseigne qui est aussi concernée, mais dans une moindre mesure. Chez Colruyt, Veviba ne fournit que 10% de viande, car le groupe possède à Halle sa propre centrale de découpe, et ses produits ont été retirés. En fait, c'est après une perquisition la semaine dernière que l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, a constaté un non-respect des normes sanitaires dans les ateliers de découpe et d'étiquetage de l'entreprise Veviba à Bastogne. La moitié des produits contrôlés ont été jugés non conformes, une fraude qui a conduit le ministre de l'Agriculture, Denis Ducarme, à retirer ses agréments.
À l'AFSCA, les réunions se sont enchaînées toute la journée. Il faut dire que cette entreprise appartient au groupe flamand Verbist, le 3e plus gros acteur de la viande en Belgique, avec 30% du marché belge. Alors, entre-temps, le groupe Verbist a été vraiment mis en quarantaine par tous les supermarchés. Ça vous a fait penser à une autre crise, en fait, Mehmet Koksal, ça? Ouais, d'abord, je voulais juste dire, heureusement qu'on a la justice, les autorités comme l'AFSCA et tout, pour intervenir dans ce genre de dossier, parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Ça m'a fait penser à l'affaire de la dioxine sous... il y a quelques années, je ne sais plus quelle année, sous Dehaene, oui. Et alors, je voulais poser la question à M. Deleuze, puisque l'affaire de la dioxine avait provoqué en fait un boom électoral pour écolo qui était arrivé dans le prochain gouvernement. Donc, M. Deleuze, est-ce que vous êtes content de ce qui se passe pour écolo, puisqu'il y aura peut-être un report de voix Est-ce que c'est politiquement correct, ça, comme question? Je trouve ça catastrophique, en fait, ce qui se passe. Parce que c'est depuis... allez, il y a eu la dioxine, et puis il y a eu le cheval dans la lasagne, hein, ok, et puis les pesticides dans les fruits et légumes, et puis... La vache folle. La vache folle. Et alors, c'est catastrophique parce qu'on joue... Pour des questions de fric, on joue avec la santé des gens, en fait. Pour les questions de fric, on joue avec la santé des gens. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Et puis, il y en a qui vont trinquer, hein, c'est les petits fermiers. Parce que le petit fermier, qu'est-ce qu'il fait? Il élève son cochon, sa vache, etc. Il l'amène chez le grand distributeur, et c'est le grand distributeur qui magouille. Hein. Et c'est le fermier qui est victime de tout ça. Et le consommateur. Et entre les deux, il y a les grands groupes, comme le groupe Verbist, 30% des abattoirs en Belgique, et qui manipulent ça pour du fric, en fait. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de problème, vu Bien que... sûr. Bien sûr, il faut que la réglementation et le contrôle soient beaucoup plus stricts sur les denrées alimentaires. Alors maintenant, le bio, pour certains produits, coûte plus cher. Hein. Donc moi, je vais faire mes courses aussi. Donc pour l'huile d'olive, c'est moins cher. Pour le feta, c'est moins cher. Pour les pommes, c'est à peu près la même chose. Pour la viande, c'est plus cher. J'achète toujours le même produit. Hein. Mais si la réglementation est de plus en plus stricte, la quantité de bio qui augmente quand même de 7, 8, 9% par an augmente, le prix va diminuer pour tous les produits. Donc la solution, c'est que tout le monde mange bio, quoi. La solution, c'est qu'on n'accepte plus que des grands groupes, pour rémunérer leurs actionnaires et se faire du fric, jouent avec notre santé en trichant. Ça, je ne vois pas comment on peut accepter une chose pareille, en fait. Est-ce qu'on peut dire, Bernard Clerfailly, que d'office, ils trichent tous parce que ce sont des grands groupes? Je pense exagérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un scandale ici. Mais on ne peut pas dire que tous les grands groupes qui font la distribution trichent tous avec la santé des gens. Au contraire, il y a des règles, il y a des lois, il y a des contrôles. C'est une très bonne chose, il en faut plus. Et ici, on est encore dans l'émotion d'apprendre ce scandale. Et puis, tout le monde réagit rapidement et on protège sa santé. On ne veut pas acheter un morceau de viande qui soit avarié. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est qu'il y aurait une dénonciation qui a été transmise à l'AFSCA en décembre 2016 sur cet abattoir. Et que l'AFSCA n'avait peut-être pas assez de moyens jusqu'à présent, enfin on verra l'enquête, pour faire une enquête plus tôt. C'est ça la vraie question. Et vous l'avez dit, il faut que l'AFSCA, les services de contrôle, la justice fassent leur travail. Je pense quand même que sur 100% des produits qu'on trouve dans les petits magasins ou dans les grands magasins, on n'a pas des grands pourcentages de produits dangereux ou avariés. Il y a une toute petite minorité, mais il faut surtout qu'on ait les moyens de les contrôler, d'empêcher que cette petite minorité arrive dans nos rayons. Ici, dans ce cas-ci, l'AFSCA a prévenu la justice. Oui, mais donc ici, c'est grave, c'est très grave. Ouais. On ne sait pas qui n'est pas intervenu dans l'histoire. Yvan van den Berg. Oui. Ces grands groupes où un bœuf rentre et sort dans une barquette tout emballée avec le prix dessus, s'appelle la filière de valorisation de la viande. Vous voyez le nom. Alors, les éleveurs font de gros efforts, sont très contrôlés, font de la viande de qualité, mais après ça, ce sont quelques grands groupes qui traitent tout cela. Et moi, je pense que une des leçons, c'est qu'il faut favoriser les circuits courts, évidemment, où la traçabilité est plus évidente, où les enjeux sont tout autres. Parce qu'ici, quand on entend que notre viande est dans les mains de quelques personnes, parce que Deleuze, Carrefour et d'autres arrêtent avec eux, ils vont aller où ? Pas chez un petit éleveur, évidemment. Donc il y a là un vrai problème où je crois qu'on doit favoriser les circuits courts. Et on voit bien, même dans d'autres domaines, on a eu ça avec les œufs, avec la dioxine, comme vous l'avez dit, mais même des choses comme, par exemple, ces deux frères-là qui ont acheté 12 restaurants de Bruxelles, dont certains marchaient fort bien, et puis tout d'un coup, bénéfice envoyé au Luxembourg, pouf. Bon, donc, small is beautiful, et donc je crois qu'on doit éviter ce genre de choses si on ne veut pas se trouver face à des problèmes qui se posent alors à toute la Belgique, pas à tel ou tel village ou telle région. Donc, moi, je vois absolument
favoriser les circuits courts. Et alors, quand on parlait de bio, je dis moi plus simplement, on ne peut mettre sur le marché que des produits qui sont bons pour la santé des gens. Ça me semble tout à fait évident. Qu'on fasse un petit coin avec des produits chimiques pour ceux qui veulent, pourquoi pas, mais tous les autres produits doivent être sains. Il a des allures de Jean-Pierre Coff quand il parle de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on doit manger moins de viande, Olivier Deleuze? Parce que finalement, souvent la viande est attaquée dans ce genre de choses-là. Bon, d'abord, on fait ce qu'on veut. Donc moi, je suis pour la liberté, avant toute chose. Les animaux, c'est ça? Ah bah oui. Oui, mais si on mange de la viande, l'animal est mort. Donc, en tout cas, on lui souhaite. Donc, si on ne mange pas, il y aura moins d'animal. Je suis pour la liberté. Donc, les personnes qui aiment bien manger de la viande, et malheureusement, j'en suis. Non pas que j'en mange beaucoup, mais j'aime bien la viande. Donc, c'est la liberté. Deuxièmement, d'un point de vue strictement environnemental, oui, c'est vrai, il faut manger moins de viande parce qu'on gaspille. Enfin, en mangeant de la viande, c'est du gaspillage parce que la vache, elle mange de l'herbe. Après, elle transforme l'herbe, elle perd dans l'efficacité de sa transformation, et puis vous mangez la vache. Donc il y a une perte d'une certaine manière. Donc si vous mangez tout de suite, non pas l'herbe, évidemment, mais le légume, c'est meilleur pour la planète. Mais ceci dit, avant toute chose, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, notre responsabilité, c'est que la santé du consommateur soit protégée. En fait. Bernard Clairfailly, d'accord avec ça? On a Allez, oui. Globalement, oui. On a une société qui a eu faim pendant longtemps, et alors on a une volonté de manger plus, etc. Et donc de produire plus de nourriture, de grandes structures industrielles. Au lendemain de la guerre, c'était la famine, ici en Europe 2, qu'on a poussé pendant 10-20 ans, une structure qui industriellement produit de la nourriture parce qu'on a peur de cette famine. Maintenant, on se rend compte des dégâts et des excès qu'on a commis, on a fait un retour de balancier, on se rend compte qu'on mange trop de viande, qu'on mange trop de graisse, qu'on mange trop de choses, trop de sel, trop de produits conservateurs, et on revient vers quelque chose de plus équilibré. Chacun a la liberté, évidemment, de choisir ce qu'il veut, et il faut qu'on retourne à quelque chose de plus sain et de plus proche. Je suis aussi pour les circuits les plus courts possibles, tout en veillant à ce que ça reste abordable et accessible à tout le monde. Yvan Van den Berg pour conclure. Juste pour dire que le Belge consomme moins de viande qu'avant. C'est en train de diminuer, malgré la liberté. Et les agriculteurs s'en prêtent. Non. Et je pense que quand on payera le vrai prix, parce que c'est bien que le prix d'un poulet, c'est anormalement bon marché. Donc quand ce sera le prix normal, on en consommera moins, mais il y aura meilleur goût. Peut-être plus goûté. Alors, passons maintenant à notre rubrique pour un peu respirer dans cette émission, c'est les têtes d'affiche. Donc, je vais vous proposer des visages qui ont fait l'actualité à tous les deux. Et on va commencer par Olivier Deleuze. Je vous propose 4 choix. D'abord, Sénèque. C'est une chanteuse, pas un philosophe, qui représentera la Belgique à l'Eurovision. Michael Modric-Amen, le président du PP, qui se présentera au communal à Boisfort. Thierry Blanchard, le repreneur des brasseries Georges. Ou alors les Borlés, médaille de bronze au mondial indoor à Édimbourg. Alors qui choisissez-vous? Sénèque, Michael Modric-Amen, Thierry Blanchard ou les Borlés? Eh bien, donc je choisis les Borlés, mais ce n'étaient pas tous des Borlés. Donc non, il y en avait un pas Borlé. Et surtout là, il y a une Borlée qui ne courait pas avec oui, exactement. Et je trouve extraordinaire que ces 3 frères plus le 4e Jonathan Sakor arrivent à gagner comme ça ces courses année après année, et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu le même type de course, à savoir le dernier il a à peu près 70 mètres ou 100 mètres à rattraper et il y arrive quoi. Et donc chaque fois c'est un suspense extraordinaire. J'adore le sport, et là de nouveau c'était vont-ils y arriver? Oui, ils y sont arrivés. Alors vous n'avez pas choisi Sénèque, mais comme vous ne la connaissez pas, parce que je vois bien qu'ici personne n'a jamais entendu parler d'elle, on va quand même écouter quelques secondes de sa chanson pour l'Eurovision, et comme ça vous pourrez dire voilà, je sais qui est Sénèque et je sais à quoi ressemble sa chanson. Sometimes it feels like it's meant to be broken. Sometimes we long for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing highly. Voilà, donc le style de Sénèque agréable. On espère qu'elle ira aussi loin que Blanche. Elle peut remplacer Damso pour l'hymne. Oui, tout à fait. Voilà une bonne idée. Alors, Bernard Clairfailly, je vais vous proposer à vous aussi 4 visages. On commence avec Mitzmet, une CDNV bien disposée envers l'euthanasie. Le cycliste Tige Benoît, victorieux en Italie le week-end dernier. Déborah de Robertis, l'artiste provocatrice virée du Beaux-Arts cette semaine. Ou Nicolas Martin, l'héritier montois d'Elio Di Rupo. Alors, qui choisissez-vous? Mitzmet, Tige Benoît, Déborah de Robertis ou Nicolas Martin? Quel choix impossible. Ah oui, comme ça. Je vais prendre Nicolas Martin. Ah, oui, je prends Nicolas Martin. Ah, pourquoi? Un jeune?
Mais parce que je trouve ça sympathique. Et je trouve ça sympathique. Alors, ça ne veut pas dire, soyons clairs, il faut bien comprendre le jeu politique de Maître Di Rupo. Le fait qu'il laisse à Nicolas Martin la tête de liste ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas peut-être devenir bourgmestre. Parce qu'en Wallonie, il y a un mécanisme très particulier. Il me semble qu'une partie de la presse l'a oublié. C'est qu'en étant même dernier sur la liste, s'il fait plus de voix que Nicolas Martin, il sera automatiquement bourgmestre. Et donc, ce que je trouve magnifique, c'est cette espèce de mystification médiatique qui a laissé faire croire que Maître Di Rupo se retirait, alors qu'en fait, il utilise les mécanismes que les gens connaissent peut-être pas suffisamment pour continuer à rester dans la partie tout en améliorant son image. Et c'est un maître de la communication. Un maître de la communication, peut-être un provocateur, mais je voulais vous montrer la provocatrice quand même, Déborah de Robertis, qui donc montrait des images où elle essaye chaque fois de montrer qu'elle refait la peinture de Gustave Courbet, L'origine du monde. Et là, quelqu'un est venu la déloger, un des organisateurs, mais en la délogeant, il lui enlevait son t-shirt aussi, ce qui n'était pas spécialement prévu. Et tout le monde croyait que ça faisait partie du spectacle, donc les gens ont même applaudi, alors que ça ne faisait pas partie du spectacle. Ces spectacles sont assez inattendus, autrement dit, on peut s'attendre à tout. Oui, tout à fait. Alors passons à notre sujet suivant. On va parler... avant le sujet suivant, j'ai les questions de notre partenaire Transparencia. Je ne voudrais pas oublier notamment Bernard Clairfailly en la matière. Alors, on va commencer par Olivier Deleuze quand même. Voilà la question que Transparencia nous a fait suivre. Donc d'abord, ils vous disent bravo, vous avez été déjà 2 fois un bourgmestre pionnier en matière de transparence pour les transparences des rémunérations et publication en ligne des dossiers du conseil communal. Alors, ils vous demandent d'aller plus loin et de donner accès en ligne aux dossiers des enquêtes publiques et des permis d'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez soutenir comme proposition? Oui, alors il y a les permis que la commune demande, ils sont déjà en ligne avant que l'enquête publique ne commence. Les permis privés, j'ai pas de problème de principe, il faut que je regarde 2 choses. La première, c'est le droit à la vie privée, parce que si je mets sur le web les plans détaillés de je ne sais quelle maison, ça va peut-être favoriser les cambriolages dans cette maison. Donc il faudrait quand même que je fasse attention. Je pense à tout. Et le deuxième, c'est propriété intellectuelle des architectes, mais c'est pas des arguments pour ne pas le faire, donc j'ai pas de problème. De toute manière, quand il y a des enquêtes publiques, le public peut aller voir les plans, hein, donc j'ai pas de problème de principe avec ça. Alors Bernard Clairfailly, vous êtes, comme dit Transparencia, la lanterne rouge du prochain baromètre de la transparence. Mon Dieu, quel honneur. Alors, comme geste de bonne volonté, voilà ce qu'il vous demande, seriez-vous prêt, comme l'a fait le bourgmestre d'Etterbeek par exemple, à publier très rapidement la liste du personnel communal et du CPS, ainsi que les intitulés de fonctions dans l'organigramme de la commune? Donc bien sûr, donc je suis très étonné d'être lanterne rouge, mais bon, on s'expliquera avec... on a une petite brette avec Transparencia en raison de personnalité particulière, mais on est très transparent. Allez voir le site internet de la commune, les rémunérations y sont, les délibérations du conseil communal y sont, même les présences des mandataires dans les intercommunales, les SBL y sont. Donc la liste du personnel... Et donc ici, la liste du personnel, on n'a pas de problème de principe, le collège vient de dire oui, sauf respect de la vie privée du personnel communal, et cette question sera tranchée sur base d'avis juridiques qu'on aura, mais l'organigramme, il n'y a aucune difficulté à ce qu'ils l'obtiennent. Ni même le nom des membres du personnel. Je crois comprendre que leur questionnement serait de voir s'il y aurait eu des pratiques clientélistes dans les nominations de tel ou tel membre du personnel communal. Je pense qu'ils pourront vérifier que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y avait népotisme? C'est un cas qui est sorti. Qu'on vient de donner une promotion, par exemple, à la sœur d'un conseiller communal de l'opposition, qui était la lauréate d'un examen, et donc il n'y a pas eu de souci à ce qu'elle soit promue. Bernard Clairfailly, il y a justement une affaire qui était mise en avant, c'est la nièce d'Isabelle Durand au CPS de Scarbeck. Donc ça vous concerne un peu tous les deux, je dirais. Est-ce qu'il y a eu népotisme ou bien est-ce que tout était fait dans les règles? Mais népotisme, enfin tout était fait dans les règles. Il s'agit de quelqu'un qui travaille dans un cabinet. C'est étonnant. La présidente du CPS écolo choisit dans son cabinet pour travailler avec elle quelqu'un qui est écolo. Quel scandale! C'est un énorme scandale. Donc, il n'y aurait népotisme que si des mécanismes particuliers d'attribution de fonctions, de jury d'examen ou de nomination n'auraient pas été suivis. Je mets quiconque au défi de montrer qu'on n'ait pas suivi tous ces mécanismes d'examen pour les postes dans l'administration. Olivier Deleuze, un commentaire là-dessus ou rien à ajouter? Non, rien à dire. Je peux juste demander à M. Clairfailly, est-ce que, si c'est fait, je ne sais pas, mais est-ce qu'il a publié ou est-ce qu'il va publier la liste des membres des cabinets
de tous les échevins et de son cabinet également sur le site de la commune, comme l'a demandé à plusieurs reprises Transparencia. Donc Transparencia l'a demandé puis a retiré sa demande. Donc on n'est pas en défaut de ne pas le répondre. Mais nous avons décidé de le faire et je ne peux pas vérifier aujourd'hui, mais le collège mardi a adopté... Donc vous allez publier la liste des cabinets? Tout à fait, il n'y a aucune difficulté à l'obtenir. C'est une bonne nouvelle alors. Et elle n'a jamais été secrète ni cachée. Elle n'était peut-être pas accessible sur Internet, mais elle était accessible sous d'autres formes, par simple demande écrite ou autre, depuis longtemps. Olivier Deleuze. Je voudrais quand même faire un commentaire. Oui. Quand je suis arrivé à Boisfort, donc fin 2012, début 2013, donc c'était une administration après 36 ans de majorat FDF et PDFI, et j'ai trouvé que cette administration fonctionnait bien en fait. Et je n'ai eu aucune manœuvre de sabotage, même si certains ont été choqués après tout ce temps, aucun sabotage, rien du tout. Et je l'ai dit publiquement et je le redis publiquement. Eh bien, quelle déclaration d'amour. Merci. Non, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un fait. Très bien, passons maintenant au nouveau quartier qui s'installe petit à petit à Bruxelles. Alors, il y a Néo qui essuie pas mal de mécontentement, mais qui suit sa route. Et il y a aussi le Mediapark qui commence à prendre forme, avec notamment l'arrivée de la Maison des médias où se situera BX1 d'ici 2021. Voilà un reportage sur le sujet de ce Mediapark avec Katharina Le Thor et Manon Hugui. Un médiapark, une cité des médias. Le projet ambitieux de réunir en un même lieu tous les acteurs du secteur audiovisuel. Mettre sur pied un quartier comme celui de la cité des médias était pour nous très très important parce qu'en termes d'image, en termes de développement, en termes économiques, en termes d'emploi, c'est très très important pour l'avenir de Bruxelles. La RTBF, déjà bien installée sur le boulevard Reyers, emménagera dans de nouveaux bâtiments, aux côtés de la VRT et d'RTL, parmi d'autres entreprises familières des médias. Objectif, faire rayonner Bruxelles, mais aussi investir dans un secteur générateur d'emplois. Il faut savoir que 40% des employeurs dans ce secteur au niveau belge sont bruxellois. 65% de l'emploi belge est situé sur Bruxelles. On a 2 fois à 3 fois plus d'impact économique dans ce secteur-là à Bruxelles que par rapport en Flandre et en Wallonie. Donc il y a une marque de fabrique bruxelloise à soutenir le secteur économique de la création, de l'audiovisuel, des médias. Un projet global pensé sur 20 ans. Permis d'urbanisme, démolition des immeubles actuels, reconstruction. On parle d'un projet à longue échéance, on parle de 20 ans. On a environ 300 000 m² nouveaux qui vont se développer, de logements, d'activités liées aux médias. Et donc tout ça va prendre évidemment un certain temps et va se développer en étapes. Mediapark.Brussels, un projet de longue haleine. D'ici 2040, le boulevard Reyers devrait avoir changé totalement de visage. Voilà, l'image qu'on a vue à la fin, c'est le futur bâtiment de BX1. En tout cas, on espère qu'il sera là en 2021. Yvan Vandenberg, ces nouveaux quartiers. Il y a de plus en plus de monde qui est attiré par Bruxelles et donc on a un vrai problème de logement. On doit donc effectivement construire des nouveaux quartiers sur toutes les friches qui existent et il y en a encore heureusement beaucoup où on peut développer ça. Le quartier dont on parle là au niveau des médias, je pense que c'est important aussi que des logements y sont prévus. Il n'y aura pas que des sociétés, il y aura aussi des personnes qui pourront y loger. Je crois que c'est fort bien. Je veux dire un mot de Néo. Néo, c'est un projet de la commune de Bruxelles qui est c'est plus qu'un nouveau quartier, c'est vraiment un nouveau morceau de ville. Tant mieux pour tous les logements, pour les espaces verts et récréatifs, et même un étang qui serait nageable, si on peut dire ça. Mais il n'y aura pas d'école. Mais la ville veut construire un centre de congrès pour lequel elle n'a pas d'argent, et donc elle fait un shopping center. Mais pas n'importe quel. Vous savez, City 2, dans le centre-ville, il fait 40 000 m². Néo, ce sera 70 000 m². Et ils vont bien sûr créer 2500 emplois. Combien on va en perdre dans le centre-ville? Et donc, je pense, on le voit avec Carrefour, les hyper, ça ne marche plus. Les gens veulent la proximité. Ils ne font plus les courses pour une semaine avec une camionnette, quoi. Et donc, je crois que Néo est un projet du passé. Je ne parle pas du logement, mais le shopping center de Néo, c'est un projet du passé et qui va jouer vraiment un rôle catastrophique par rapport au commerce de centre-ville qui souffre déjà des travaux interminables du piétonnier. Alors c'est difficile, Bernard Clairfailly, de prévoir comme ça, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce que peuvent devenir des quartiers. L'idée du Mediapark, c'est de se dire qu'on avait besoin absolument là d'un pôle particulier. Mais vous retrouverez peut-être dans vos archives l'interview que j'ai donnée à
Télé Bruxelles, comme ça s'appelait à l'époque, en 2003-2004, appelant à mobiliser la région et les acteurs pour maintenir sur le site les télévisions, RTBF et VRT, qui voulaient partir peut-être, et maintenir à Bruxelles ce secteur d'activité économique. Et on a mis un peu de temps à convaincre tout le monde, et la commune est partenaire dans le redéveloppement de ce quartier. C'est très différent Néo, parce qu'ici, c'est maintenir les activités qui sont là, les conserver en pôle, et leur permettre de se développer encore plus, et de créer plus d'emplois, dynamique d'emploi dans ce quartier. Il est prévu d'y mettre des écoles. C'est une volonté communale d'accompagner tout ça, les nouveaux quartiers de logements moyens et de logements sociaux, avec de l'espace vert, des lieux récréatifs, des écoles, un quartier qu'on espère équilibré avec une grande attention à l'enjeu de mobilité. On est près d'axes routiers très importants, mais on ne veut pas que ce quartier soit envahi par la voiture. Donc il y a toute une réflexion relativement équilibrée là autour. Donc vous trouvez aussi que c'est important que des écoles trouvent leur place aussi dans ce genre de nouveaux quartiers? Les écoles font partie de la vie en ville. C'est toutes ces familles, on besoin de mettre leurs gosses quelque part. C'était le problème du projet précédent de la ville de Bruxelles qui a urbanisé près de l'hôpital militaire. Ils ont construit énormément de logements neufs, c'est très, très bien, mais au départ, aucun bus, ni aucun tram n'y arrivait. Et il n'y avait aucun équipement de base, il n'y avait pas de crèche et pas d'école. Or, ils ont mis là-bas des milliers de ménages. Donc, un quartier comme ça a besoin des équipements qui l'accompagnent, et puis les petits commerces de proximité, et puis tous les équipements qui vont avec et qui font l'agrément et le plaisir d'un quartier pour éviter qu'on prenne sa voiture pour aller faire les courses bien loin. Dans le cas de Watermal-Boisfort, vous voyez des nouveaux quartiers d'ici 40 ou 50 ans? Oh, non, il y a peu de quartiers. C'est-à-dire que des nouveaux quartiers, c'est beaucoup dire. Mais il y a besoin de logement, oui, il y a un besoin de logement, mais il faut y aller très très progressivement, parce que c'est évidemment les logements, ils prennent la place d'espaces verts ou ils prennent la place de lieux inhabités, donc il faut y aller vraiment en concertation. D'une certaine manière, il y a deux aspects, il y a les besoins, logement, école, commerce de proximité, et puis il y a l'intégration dans le quartier, mobilité, bruit, etc. Donc il faut concilier les deux, et la meilleure manière de concilier les deux, c'est d'y aller lentement. Oui, sauf qu'il y a une crise du logement en région bruxelloise, qu'on se plaint, et votre parti aussi, que les loyers sont trop élevés, et que la seule manière de répondre à ça, c'est évidemment qu'on produise du logement. Et donc, moi je ne suis pas pour qu'on produise du logement dans des conditions sans réfléchir, je suis aussi attentif à l'intégration urbaine des projets que l'on veut mettre en place, l'enjeu de mobilité, l'enjeu des équilibres des espaces bâtis et non bâtis. Mais cette crise du logement n'aura deux solutions qu'en construisant du logement. Et puis après, on peut discuter quel type de logement à l'intérieur, pour quelle catégorie d'habitants. Mais vous avez des zones encore à Scarbeck? On a une autre zone à Scarbeck qui est la zone Josaphat, qui doit aussi développer environ 15 hectares, qui a aussi un projet avec des écoles, avec des équipements sportifs, avec du logement, avec un petit peu d'activité économique, parce qu'il y a une zone économique juste à côté, et aussi une très grande réflexion sur l'enjeu de la mobilité. Parce que la grande angoisse, c'est est-ce que tous les habitants qu'on va mettre là, même si on est au bord d'une ligne de train, vont pouvoir se raccrocher sur le réseau des voiries existantes qui sont déjà saturées. Et donc nous réclamons de vraies solutions par rapport à ça, et que la densité prévue ne soit pas excessive par rapport aux enjeux de mobilité. Le métro, par exemple? On ne sait pas mettre des métros dans tous les... Enfin, bien sûr, moi j'ai bien un métro partout, c'est sympathique, mais il faut le payer, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui le prennent. Surtout, renforcer les lignes de tram qui passent à proximité, le RER, avoir une vraie cadence sur le RER qui passe au travers du site, pas besoin d'un métro, et des lignes de bus et de tram qui desservent le quartier suffisamment, parce que le boulevard Lambermont, il est déjà saturé. Juste un mot. En produisant du logement, automatiquement, on a influence sur les prix, ce qui est rare et cher. Donc il y a plus de logements, les prix seront un peu plus modérés. Et deuxième chose, c'est l'occasion aussi de revoir la question de la mixité. Je pense par exemple que dans votre commune, construire du logement moyen ou social serait une bonne chose pour avoir pas seulement les logements sociaux toujours dans les Marolles ou à Molenbeek, quoi. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, Watermal-Boisfort est la première commune de Bruxelles en termes de pourcentage de logements sociaux. En fait, ça peut pas être étonnant, mais il y a 18% de logements sociaux à Watermal-Boisfort. Donc, il y a surtout une fuite de la classe moyenne de Watermal-Boisfort parce que l'immobilier est trop cher. Et donc, si vous êtes un jeune ménage avec 2 enfants, il faut que vous soyez banquier pour acheter une maison. Et Floréal, c'est encore du logement social? Historiquement, oui, mais les occupants. Pardon? Les occupants de Floréal, c'est pas des assistants à l'ULB Non, pas du tout, c'est pas des assistants à l'ULB. Non, pas du tout. Floréal, le logis, en bord de Soigne et la Régie foncière sont les 4 sociétés de logement, et ça fait 18% de logements sociaux. Et les pourcentages de logements sociaux sont très trompeurs, parce qu'il y a 18% de logements sociaux à Watermal-Boisfort, et c'est quand même la commune où le revenu moyen par habitant est le plus élevé en région bruxelloise. À Scarbeck, j'ai un pourcentage beaucoup moindre. J'en ai 8 ou 9%, ce qui est relativement faible, mais pourtant la proportion de gens qui ont un revenu
revenus faibles est bien plus importante. Ils sont logés dans le secteur privé. C'est ça. Et donc, le revenu moyen par habitant à Schaerbeek est plutôt dans le bas de la région bruxelloise. De la relativité des chiffres. Merci pour cet exemple, monsieur le professeur d'économie. Alors, chaque année, vous savez, au moment où on approche des fêtes des mères, des fêtes des pères, revient le débat sur l'opportunité de ce genre de fête quand même très normative. Hein. Alors, à Cateau-Aurore, à Bruxelles-Ville, on a opté pour la fête des familles. Reportage de Cyprien Houdemont et Charles Carbot. Chers parents, vous avez tous constaté que les représentations de la famille dans notre société se sont diversifiées. Première phrase du courrier, c'est ainsi que se concrétise une longue réflexion de l'équipe pédagogique. Nous avons vraiment envie que tous les enfants s'y retrouvent, ceux qui ont 2 papas, 2 mamans, ceux qui sont de familles monoparentales, ceux qui ont des parents décédés, et que tous les enfants puissent profiter du moment d'échange entre les gens qui s'occupent d'eux, qui les aiment, et en retour, qu'ils aiment. Passer à côté des traditions, cela crée des remous, évidemment. On efface les valeurs traditionnelles, on efface le rôle de père, de mère. Vous voyez, je parle de quoi aujourd'hui, et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si d'autres parents sont hésitants, la plupart soutiennent la direction. J'aime bien que mon enfant puisse grandir avec l'idée qu'il y a beaucoup de familles. Donc je suis totalement d'accord. Il y a toutes les familles, il y a toutes sortes. Il faut pas penser que tous les parents, tous les enfants ici à l'école ont un papa et une maman. Et il faut juste fêter la famille. C'est mon idée, je suis contente. Les gens qui nous soutiennent bien, nous soutiennent fort, sont à 100% avec nous, que ce soit notre pouvoir organisateur ou l'association de parents avec qui nous avions discuté de ce projet. Donc là, on se sent vraiment soutenu par l'extérieur. Et bon, s'il y a l'un ou l'autre détracteur, qu'ils viennent voir un enfant qui souffre. Et des détracteurs, il y en a. L'an dernier, dans une autre école, un directeur avait reçu des menaces pour avoir pris la même décision. Il reste maintenant à l'école d'organiser ce que deviendra l'unique fête des familles, avec une envie commune, faire valoir la différence comme une force. Alors, il y a beaucoup d'écoles communales à Schaerbeek. Hein. Est-ce que c'est une idée à suivre chez vous, par exemple ? Moi, je trouve que les traditions ont une force mobilisatrice extraordinaire. C'est pour ça qu'on doit essayer de les respecter, parce qu'elles disent quelque chose de la société. Mais en même temps, la société dans laquelle elle s'inscrit, elle évolue. Et toutes les traditions évoluent. Et les gens qui insistent sur le maintien des traditions, parfois avec raison, ne peuvent pas me dire que les traditions n'ont jamais changé au fil de l'histoire. Et donc, elles s'adaptent aux circonstances. Et donc, je trouve ça une manière intelligente, mais d'intégrer tout le monde. Et ça doit se faire en accord avec la société, avec le groupe de parents, avec la réalité de l'école. On ne doit pas forcer ces changements sur la société. Ils doivent accompagner la manière dont la société reconnaît aujourd'hui d'autres formes de famille. Et évidemment, quand on voit ça, on pense aux familles dont les parents sont homosexuels, ce qui crée parfois un débat. Mais il y a des familles, comme on l'a expliqué, où il y a un des 2 parents qui est décédé, ou un enfant qui est élevé par seulement son père ou seulement sa mère, et qui, évidemment, est rappelé à quelque chose de difficile à ce moment-là. Donc je trouve que c'est une manière intelligente et subtile de faire évoluer le débat. Mais je ne pense pas qu'il faut l'imposer, je pense qu'il faut le laisser, il faut l'accompagner. Olivier Deleuze ? Eh bien, je pense exactement la même chose. Et dans les écoles à Guatemala-Boisfort, c'est là aussi la liberté. Mais le mot d'ordre, c'est la tendresse et la bienveillance et l'amour des enfants. Et eux, ils n'en peuvent rien si leurs parents sont séparés ou pas, etc. Et faites des mères ou des familles. Eux, ils veulent faire leur petit carton en papier toilette avec l'ouate et deux yeux terribles avec des boutons et l'offrir à la personne qu'ils aiment, qu'ils aiment chez eux à la maison. Et c'est ça qui est important. Et donc ne déversons pas trop nos propres, a priori sur ces pauvres petits gamins. Alors Anne Pochet, vous faites l'émission Air de famille sur BX1, donc ça vous concerne cette histoire-là. Air de famille, effectivement, avec S à famille. Donc de fait, le débat a déjà eu lieu il y a 15 ans, au moment de la création de ce nom. On venait d'une émission qui s'appelait Papa, Maman et moi, et c'est devenu Air de famille avec un S, et le magazine Famille avec un S, 15 ans déjà. Donc oui, ils vivent effectivement la liberté et la tendresse pour tout le monde, quelle que soit la composition du ménage, quels que soient les parents, et c'est plutôt un progrès. Belle conclusion aussi. Passons à nos coups de cœur. On commence avec Mehmet qui voulait nous parler d'un film. Oui, un documentaire qui a fait pas mal de bruit. C'est Ni juge ni soumise avec ce fameux... c'est un film au cinéma, c'est un documentaire au cinéma avec... Anne Gruet. Anne Gruet, la juge d'instruction, en fait, qui nous
montre un peu le quotidien d'une juge d'instruction ou d'un juge d'instruction, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est très très original et on voit vraiment la réalité de la juge et la réalité des policiers, l'enquête historique, etc. L'état des archives dans le monde judiciaire, le peu de moyens. Enfin, c'est quelque chose qui était vraiment très très intéressant, je trouve, et j'invite tout le monde à aller voir aussi ce film au cinéma. Ça montre un peu aussi le visage humain de la justice. Bien sûr, on n'aime jamais être sur le banc des suspects, des accusés dans le film, mais il ne faut pas le prendre au premier degré, plutôt de voir le côté humoristique utilisé par la juge pour traiter les affaires et son côté ferme et humain pour prendre des décisions. C'est plein d'humour, mais c'est quand même sérieux. Elle est sérieuse quand même. Elle est très sérieuse, menaçante parfois même. Martine Mascal. Oui, alors moi je voulais parler d'un musicien qui viendra la semaine prochaine au Centre culturel d'Oderghem, qui s'appelle Dominique Jonker. Son spectacle s'appelle Beetlejuice. Donc il décortique un peu la manière dont les Beatles faisaient de la musique, et puis il chante lui-même, il fait de la musique avec 2 autres musiciens. C'est donc vendredi 16 mars. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est au profit d'une œuvre. Donc c'est une association qui s'occupe de loger notamment des jeunes en difficulté. Donc en plus c'est une bonne action. Alors tant mieux. Alors vous aussi c'est une bonne action, Yvan? Vous voulez en finir avec Bruxelles? Moi, la ville, pas la région. Moi, j'ai choisi l'affiche que vous voyez là, assez provocatrice, effectivement. C'est le 27 mars à Beaux-Arts. Et la réponse que je donne, non, il ne faut pas en finir avec la ville de Bruxelles. Vous m'avez fait peur. Mais elle pourrait se limiter au Pentagone, c'est déjà pas mal à gérer. Par contre, puisque le pouvoir communal est un pouvoir de proximité, quelle est la proximité de la ville de Bruxelles avec Laken, Arnhem et de Overembeek, avec le stade de football, les palais d'exposition? Il y a là quelque chose qui est un héritage de l'histoire, mais qui n'a plus de sens aujourd'hui où on a une région. Je ne vois pas pourquoi la commune de Bruxelles doit créer le stade national qu'elle n'est pas arrivée à créer. Donc il y a là une vraie problématique. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'est le fait qu'il y a un tabou. On ne peut plus rediscuter de tout ça. Et là, on va ouvrir la boîte et on va parler des frontières des communes. Et je crois que ce sera très intéressant de réfléchir comment mieux organiser les communes. Excusez-moi, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, de ce tabou. C'est un tabou qui n'en est plus un. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la bonne ou mauvaise gestion de la ville. Ça a à voir avec son territoire. Ils gèrent le territoire qu'ils ont reçu. C'est pas eux qui l'ont décidé. On va vite leur demander, là, nos 2 bourgmestres. On pourrait changer les limites de Schaerbeek? J'ai rencontré Philippe Claus et je lui ai fait une proposition pour une petite correction de frontières, mais qui permettrait de résoudre des problèmes parce qu'il y a des citoyens... Pour les parkings, par exemple. Vous voulez gagner du territoire ou perdre? La proposition que je lui fais, c'est un petit bout de territoire de la ville de Bruxelles qui est au-delà du chemin de fer et qui donne sur Schaerbeek. Et les habitants font leurs courses, garent leur voiture, mettent leurs enfants à l'école. Ils sont Schaerbeckois de fait. Et du coup, ça pose des problèmes juridiques pour la manière dont on travaille avec eux. Et donc, ce serait... Il a dit il a dit plutôt oui, il l'examine et on voit si c'est possible de trouver un petit échange, un bout contre un bout pour rester. Dans toutes les communes, il y a des et si je réussis cela avec la ville de Bruxelles, je suis prêt à l'examiner. J'ai commencé à regarder. Il y a des petites corrections à faire avec Evere, avec Saint-Josse, des îlots qui sont coupés en 2, ça correspond à rien. Olivier Deleuze, la fusion avec Oderghem, oui, non? Non. Mais la coopération avec Oderghem, oui. J'aime bien Oderghem, mais Oderghem, c'est Oderghem, en fait. Oui, okay. J'ai encore un petit cadeau pour vous au dernier coup de cœur. C'est pour vous, Olivier Deleuze. C'est un clin d'œil avec ce livre posthume d'André d'Artevel, consacré au maquis dans les cités, l'histoire de la résistance à Watermal-Boisfort, aux éditions de la Renaissance du livre. C'est une somme historique qui fait entrer dans le détail de la vie des résistants locaux. Donc c'est intéressant, je suppose. Oui, il y a une soirée d'ailleurs jeudi prochain à Floréal le Logis, que vous connaissez désormais très bien, sur ce livre, et j'y invite tout le monde. Voilà, Bernard Clerfeuil, c'est peut-être une bonne idée. Pourquoi pas, sous Schaerbeek a aussi été une terre de grande résistance. Et j'ai encore le dernier coup de cœur, celui d'Anne Pochet, l'exposition Eyes Wide Open. Oui, je vous emmène donc au Botanique ce week-end déjà, si vous voulez. C'est une exposition organisée par Marie Sorda, qui elle-même est photographe, et qui a pris le temps, qui a mis 5 ans à réunir les photographes qui sont présents à cette expo, plusieurs générations, vraiment des photos très différentes, qui prennent le temps de capter le monde, de montrer sa beauté sauvage et pas juste de documenter le réel. Et je pense que tout ce dont on a discuté aujourd'hui parlait aussi d'un petit peu prendre le temps, un petit peu de recul. Et donc, bienvenue quand vous voulez. Merci pour ce recul et tout ce bon week-end. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition des Experts.